Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active. Présentée par Kevin. Et bonjour, bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouveau Saint Night Club, le numéro 116 en partenariat avec Active Radio. On espère que vous allez tous très bien et que vous avez pour l'instant passé une bonne journée. Ça y est, nous sommes enfin entrés dans des températures de saison et comme en ce moment avec les intempéries, la France entière prend l'eau, la SSE en soutien a décidé de se mettre au diapason, c'est un très bel hommage, donc on peut applaudir le club pour ça. Mais bon, pour contrer tout ça, pour contrer le froid, la pluie, rien de mieux que de se réchauffer auprès d'un feu, d'une bonne soupe, un bon chocolat chaud, et on se rassemble autour du SNC pour boire les paroles de nos chroniqueurs du soir qui vont nous accompagner de leur douce et chaleureuse voix. Il est l'expert tactique et technique du SNC de Peuple Vert, c'est Sylvain de Green Prospect. Comment ça va, Sylvain ? Ça va, malgré la défaite, ça va pas trop mal. Voilà, on a de la matière à débattre et j'ai hâte d'en discuter avec l'équipe. Ouais, je pense qu'il fait partie de ces matchs où on a beaucoup de choses à dire, et peut-être même pas que en négatif. Hein. Alors là, ça vous y attendiez pas, mais même moi non plus, mais apparemment pas que en négatif. Il nous régale toujours de sa présence et de ses interventions, que ce soit ici ou sur Eurosport, c'est Martin. Comment ça va, Martin ? Ça va et vous? Très content, très content d'être là. Pour une petite rousse, une petite branlée, une petite claque. Ça réveille. C'est ça, comme diraient les anciens, une fessée n'a jamais tué personne. Exactement. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça en 2023. Et enfin, c'est le roi du chat, celui qui fait partie des meubles encombrants, certes, mais des meubles qu'on aime quand même. C'est Karl. Comment ça va, Karl ? Je te dérange pas. Bonsoir Kevin, bonsoir les gars, bonsoir le chat. C'est cool en tout cas, il s'est rien passé ce week-end, j'ai passé un excellent soir plutôt, donc c'est génial, je suis trop content d'être avec vous. Comment tu vis ton enchaînement défaite contre le Paris FC ? Je sais que tu voulais absolument pas perdre ce match contre le Paris FC, et là, défaite contre Auxerre, ça va, Karl ? Je pense que si ça se passe mal samedi à Bourg-en-Bresse, j'arrête tout. Hein. Je pense que je clôt Twitter, je clôt Peuple Vert, je clôt le SNC, puis je me réoriente vers Auxerre, quoi. Et voilà. Comme quoi vous avez l'exemple parfait que après la pluie vient le beau temps, et dans chaque situation de crise il y a quand même du bon à en tirer. Voilà, donc on tient le bon bout, on l'a presque eu. Allez, on y va pour le débrief. Active Saint Night Club, le débrief. Messieurs, un débrief, je pense qu'une bonne partie de l'émission va être sur ce débrief parce que on l'a fait, on a pris la fessée de la saison. La Saint-Etienne, qui était jusque-là la meilleure défense du championnat, avec, si je ne dis pas de bêtises, 7 buts encaissés, se frottait à la meilleure attaque du championnat, la JOCR, et on a réussi à en prendre 5. Et oui, vous pouvez voir la ligne de stats, on pourrait se dire, match équilibré, 1,77 d'expected goal pour Auxerre, 1,84 pour nous, et pourtant, on a pris 5-2. Sylvain, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match dans les grandes lignes ? La première chose déjà, c'est la différence d'intensité mise entre les deux équipes, que ce soit dans les duels, que ce soit dans la façon de défendre, que ce soit dans la façon d'attaquer. L'efficacité a été grande de la part d'Auxerre. C'est quelque chose qu'il faudra quand même pas négliger lorsqu'on analyse la chose, c'est que Auxerre a été très très efficace. 1,77 d'expected goal pour 5 buts, ça montre quand même une efficacité qui est proche de quelque chose de parfait. Donc voilà, mais très déçu parce qu'on s'attendait quand même à une réaction après la défaite contre le Paris FC du week-end précédent. Et force est de constater qu'on a assisté à une prestation, notamment sur l'aspect mental et sur l'aspect de l'investissement, qui était encore plus faible que ce qu'on a vu la semaine dernière. Et ça, c'est inquiétant. Martin, tu avais un point de vue tout réaliste et tout différent peut-être de ce que disait Sylvain. Non, moi ce que je dis, c'est que Auxerre est la meilleure équipe de Ligue 2. Perdra Auxerre, je dis pas qu'il fallait s'y attendre, mais quand on regardait les derniers matchs d'Auxerre, franchement, ils souffraient d'un manque de réalisme criant et ils dominent tous leurs adversaires, vraiment, puis ils les dominent largement. Pas comme Saint-Etienne qui, sur sa série, pas série crack. Auxerre, il y a une marge. Après, il y a une marge, ils l'ont pas toujours concrétisé. Et face au Vert, franchement, ils l'ont concrétisé, quoi. C'est vrai qu'ils ont eu une dose de réalisme folle. Après, il y a eu des faillites individuelles
côté stéphanois, qui explique l'ampleur du score. Il y a aussi une ouverture du score très précoce à la 3e minute, un pot tourne fond bas derrière, et je pense que ça c'est le tournant du match et que derrière ça déroule côté Auxerre. Ouais. J'enlève pas les mots stéphanois hein, du tout. Je dis simplement que les Verts sont tombés chez la meilleure équipe de Ligue 2 pour moi. Je pense qu'il y a une place qui est réservée pour Auxerre en Ligue 1 à la fin de saison. Je pense qu'il y a des joueurs qui n'ont rien à faire en Ligue 2. Et voilà ce que je dis. Moi, la défaite contre le Paris FC, je la trouve beaucoup plus injustifiable que la défaite à Auxerre, quand bien même il y a 3 buts d'écart et que Saint-Étienne en prend 5. Auxerre qui était sur 2 défaites d'affilée avant le match Exactement. contre Saint-Étienne. Parce que si je dis pas de bêtises, Ouais. c'était 2-1 contre Guingamp et 1-0 à domicile contre Dunkerque. Donc, Exactement. le réalisme qu'il n'avait pas sur ces 2 matchs a peut-être été retrouvé exceptionnellement sur Ah celui-là. oui, Mais exactement. avant de donner la parole au chat, messieurs, tu en parlais, c'est vrai que l'entame de match te met tout de suite la tête dans le seau, Martin. Est-ce que pour toi, à ce moment-là, on a vu, enfin, moi, en regardant le match, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est ce qui s'est passé dans les têtes, à mon avis. C'est beaucoup de joueurs Ouais. qui marchent, beaucoup de passivité. Ouais. Et du côté d'Auxerre, on avait une équipe qui doutait et qui marque un but dès la 3e minute. Donc j'ai l'impression qu'il y a un truc qui Ah s'est oui, complètement débloqué. c'est Au rêvé, contraire, c'est rêvé. ah ouais, ouais, ouais. Et au contraire, du côté de Saint-Étienne, j'ai vu des joueurs, alors Apia, Petro, pour ne pas les citer, qui restaient quand même. Bon, il y a eu la défaite face au Paris FC, mais ce sont des mecs qui se sont vraiment affirmés ces derniers mois. Et là, ça s'est un tout petit peu effrité en début de match, et derrière, il y a eu un effondrement total. Ce qui veut dire, qu'est-ce que ça veut dire sur ces mecs-là? Ça veut dire que voilà, ce sont des joueurs de Ligue 2 et donc la Ligue 2, on sait ce que c'est un jour oui, un jour non. Il y a un niveau très resserré et que ça se joue beaucoup, beaucoup, beaucoup à la confiance. Et ce match-là en est la preuve la plus éclatante, quoi. Et derrière, bon bah effectivement, t'as Nadé, t'as Briançon, t'as Green qui en sauve pas une, t'as Bouchoirie qui pareil s'enlise. Et après, tu as tout le collectif qui plonge. Je pense que le tournant de ce match-là, C'est c'est l'entame. les 20 premières minutes. Ouais, les 20 premières minutes. Sylvain, tu l'expliques comment On a été complètement dévoré quand même. Oui. Ah ouais, ah oui. Enfin, aujourd'hui, quand même, on a l'histoire de Fomba qui tire sur le poteau, mais si tu enlèves ça, c'est quand même dramatique dans la capacité à gagner les duels, dans la capacité à être offensif, dans la capacité à savoir gérer les offensives adverses. On a été noyé de toutes parts pendant 20 minutes. Ça a été exceptionnel. Et tu sais, quand tu vas jouer dans un choc chez un concurrent direct à la montée, d'autant plus chez lui, tu sais très bien qu'ils vont vouloir te faire mal dans le premier quart d'heure, dans les premières 20 minutes. Enfin, faut pas avoir fait des études de football pour le savoir. Voilà. Ils l'avaient dit Aujourd'hui, il d'ailleurs. fallait. Ils avaient averti là-dessus. Et ils sont quand même tombés dans le piège, quoi. Voilà. Après, c'est sûr que sur le premier ballon que tu te fais éliminer, ça fait but. Voilà. Apia, il se fait 3 fois passer devant par son mec. On prend 3 fois le même but. 3 fois Perrin qui déborde sur son côté, qui centre et Onaïwo qui reprend. Ça, On prend c'est une clair, fois de la clair. tête, une fois et 2 fois du pied. 3 fois tout C'est seul. 3 fois le même but. Ouais. Qu'à un moment donné, ça questionne quand même sur l'état d'esprit. Parce que tu peux prendre une fois un but, enfin, Apia se fait passer par-dessus au bout de 3 minutes, c'est un fait. Mais quand tu te fais passer 3 fois le même but, ça questionne véritablement. Et on nous rabâche l'humilité, il faut faire preuve d'humilité, on avance avec humilité, on est plein d'humilité. Désolé, à la baie des Champs, ils ont manqué d'humilité pour ce match. Ils ont véritablement manqué d'humilité. Ils pensaient déjà contre le Paris FC que jouer à 80%, ça suffirait pour battre ses adversaires. Or, c'est complètement faux. Et encore plus contre Auxerre, à 80%, c'était déroute assurée. Et c'est malheureusement ce qui s'est passé, avec toutefois, comme on l'a dit avec Martin, une efficacité absolument folle de la part d'Auxerre. Parce que ce match-là, il frappe 7 fois, il marque 5 fois. Bon, il y a quand même une part de chance et peut-être aussi d'une passivité défensive gardien qui est discutable. Mais l'efficacité qu'ils ont eu là, ils l'auront pas toute la saison, c'est impossible. Ouais, c'est clair que dans les buts d'Onaïou, le plus marquant, c'est celui-là où il se retrouve tout seul au point de pénalty, là, où comment c'est possible de faire preuve d'autant Son de troisième but? Je crois que c'est son troisième, ouais, où il est tout seul. Ouais. Parce que les autres encore, c'est un duel, Apia il y va pas, bon bah tant pis, mais là il est complètement oublié, quoi. Les mecs sont aspirés dans l'axe, Nadé Ouais, mais notamment. ça, Qui est complètement- à ce niveau-là, ça, Oui. c'est pas excusable, quoi. De toute façon, moi, j'ai jamais été
J'ai jamais été fan de Nadé, et c'est un euphémisme. Faut pas que ce soit Nadé le principal problème sur le match d'Auxerre. Personnellement, Non. Apia, il a pris un bouillon monumental et ouais. il y a 3 buts pour sa pomme. Donc on parle de Nadé, mais le problème, Enfin, pour moi, le véritable problème sur les buts, sur les 3 buts d'Onaïou, c'est Apia, c'est pas Nadé. C'est pas lui qui est en retard. Onaïwo À qui chaque avait fois. marqué que 2 buts jusque-là. Après, moi, je pense que aussi, ce dont on n'a pas parlé, les absences de Larsonneur et de Batou Ouais, Binsika, Ouais, c'est clair. c'est terrible. Ah, là, on voit que c'est terrible. En fait, c'est ce que je disais au début. Saint-Étienne n'a pas de marge. Qu'est-ce que ça veut dire, n'a pas de marge? N'a pas de marge dans le jeu. On voit quand ça gagne ric-rac, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a eu le match à Angers où c'était un peu. Mais bon, Angers avait eu aussi beaucoup d'occasions. Mais en gros, ils tiennent sur pas grand-chose. Et dès que tu mets un petit caillou dans la chaussure, donc ça peut être l'absence de Larsonneur. Là, en l'occurrence, c'est pas un caillou, c'est un rocher, puisque c'est ton meilleur joueur, Larsonneur. C'est le mec, ton mec le plus décisif. Plus ton défenseur central, Batou Binsika, qui avait quand même montré des choses, qui incarnait bien la solidité de cette défense et qui en plus avait des automatismes avec les trois autres. Ça fait trop. Ça fait trop quand tu vas chez une équipe comme Auxerre. Ça fait beaucoup trop. En fait, on a vu la différence entre une équipe qui va se battre jusqu'au bout pour le maintien et qui, si elle croise les doigts, que le vent souffle dans son dos, que toutes les planètes s'alignent, alors peut-être, pourquoi pas. Et une autre qui est, je pense, beaucoup plus certaine de ce qu'elle est, qui a plus de marge. Perrin, 1, je pense que c'est des vrais joueurs que n'ont pas l'AS Saint-Etienne. Et on a vu cette différence-là. Et alors, ça s'explique, il n'y a peut-être pas 3 buts d'écart entre ces équipes-là toute la saison, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même un écart qui est sévère là, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de réalisme d'un côté, mais qui est réel et manifeste malgré tout, quoi. Avant de. Après, je suis d'accord Vas-y, avec vas-y. toi sur le fait que la SSE n'a pas Gauthier, n'a pas Gaëtan Perrin dans son effectif. En revanche, je suis pas sûr qu'ils aient l'Arseneur et ils aient Batou Binsika dans leur équipe aussi. Tu vois ce que je veux dire? C'est une Ouais, mais équipe ils qui n'étaient va pas là. marquer énormément de buts. On est d'accord. Mais Ouais. à effectif plein, je pense qu'aujourd'hui, nous, on a, quand on est au complet, hein, qu'on soit bien d'accord, on a quand même une solidité défensive qui va être intéressante quand tu alignes ton quatuor Petro, Apia, Batubinsika, Briançon, plus Larceau derrière. Tu restes quand même parmi, tu as été la meilleure défense du championnat jusqu'à que les deux se blessent, donc ça veut aussi dire ce que ça veut dire. Je crois que cette AS Saint-Etienne-là ne finirait pas meilleure attaque du championnat. Il faut se faire à l'idée que ça ne fonctionne pas. Et je pense qu'il y a eu aussi une réflexion par rapport à ça, par rapport à l'année dernière. L'année dernière, tu pouvais marquer 5 buts contre tout le monde. Problème, t'en prenais 3 à chaque match aussi. Donc c'était problématique. Je pense qu'il y a eu aussi de la part du staff, de la part peut-être de la direction sportive, une analyse. Quand tu regardes les équipes qui montent, c'est des équipes qui prennent peu de buts. Voilà, donc ils ont peut-être repensé ça aussi dans leur façon d'appréhender les choses, de jouer, quoi qu'il en soit, avec l'effectif que tu as, ta solidité, c'est ta solidité défensive. Et après, tu vas toujours trouver le moyen à un moment donné de marquer. Aujourd'hui, on a fait 14 matchs, on a marqué 15 buts. Hein. En prétendant Ouais, à la non, montée, c'est loin d'être affolant. Auxerre, on a mis le double, hein, ils en sont à 30. Hein. Donc Mais ça t'imagines situe quand même la chose. si tu bases tout là-dessus, et dès que tu as un absent, bah ça Deux, craque. Quand et ben on a vu Auxerre, ça enlève va poser un Gauthier et problème. Gaëtan Perrin. Enlève Gauthier et Gaëtan Perrin à Auxerre et j'aimerais bien voir le visage. Après, tu sais, ça c'est valable pour toutes les équipes finalement. Ah Tu bah vois oui, ce t'es que en je veux Ligue 2, dire? hein. De toute façon, t'es en Ouais, Ligue 2, voilà. oui. Tu t'enlèves Bato Binsika à l'Arseneur, tu t'enlèves ton pilier, ton gardien qui est un leader et un pilier, et ton meilleur défenseur. Bah ouais, si t'enlèves à Auxerre, tu leur enlèves Gauthier et Gaëtan Perrin, regarde la tête de leur attaque, hein, c'est plus la même chose non plus, tu vois ce que je veux dire? C'est aussi des circonstances, des choses qui font que voilà. Mais moi je trouve qu'il y a une différence. Là où je te rejoins, c'est qu'il y a une différence avec la JOCR. La JOCR est collectivement plus forte. Mais oui, Collectivement. mais oui. Voilà. En revanche, parce que je trouve que l'entraîneur fédère mieux son groupe, je trouve que l'entraîneur a des idées qui sont plus sensées, qui sont plus appliquées par son groupe. En revanche, j'ai pas l'impression qu'il y ait 3 mondes d'écart entre la JOCR et la Saint-Etienne. Moi, je les trouve très friables défensivement. En faisant une prestation nulle, on leur marque 2 buts quand même. Oui. Et puis leur gardien Sauf n'est que pas rassurant non défensivement. plus. Mais je pense que pour avoir vu quelques matchs depuis le début de saison, leur niveau moyen est quand même largement supérieur à celui de Saint-Étienne. Je peux me tromper, mais Non, je il est pense que tu as supérieur. raison. Je pense que tu as raison.
Ouais, bon, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Auxerre, de toute façon, avant que la saison commence, c'est toujours le cas, fait partie des grands favoris pour la montée, et pour l'instant il le prouve en tout cas. Avant de passer au cas individuel, pardon les gars, j'aimerais bien faire un tour du côté du chat, parce que ça fait quand même un quart d'heure qu'on discute, et le chat, j'ai vu beaucoup de choses, et surtout quelques cas individuels qui remontent beaucoup, notamment Jo42 qui est très remonté contre un certain gardien. Oui, donc déjà le mot qui revient le plus dans le chat, c'est le mot humiliation, évidemment. C'est ce qui a marqué le chat. Il y en a qui ont parlé un peu de naufrage aussi. Je sais que Martin a employé ce mot sur Twitter pendant le match. Il y a Meta qui dit on mérite de perdre, mais il faut quand même noter que Auxerre a eu un très bon ratio tentative et but, contrairement à nous, mais surtout que de faiblesses dans notre jeu défensif. Céline qui essaye de relativiser et qui nous dit ça arrive un match sans, on a eu beaucoup de réussite sur notre série positive, il fallait bien que ça s'arrête. On n'a pas l'effectif pour monter en Ligue 1, notamment derrière, mais on est bien placé et qui sait, point d'interrogation. C'est ce que pense également Meta, en disant pas inquiétant pour autant, on ne gagnera pas tous nos matchs. Contre le PFC, c'était vraiment pas bon. Hier, samedi, c'était un jour sans. Évidemment, après, il y a des individualités qui sont mises en avant, notamment par Jo42, le rôle de Green. Il y a évidemment aussi la prestation de Diarra et le début de saison dans son ensemble du joueur prêté par Lorient qui interroge beaucoup dans le chat, je pense qu'on y reviendra. Évidemment, ça note les absences de Larsonneur et Batou Bensika, comme vous l'avez fait très justement. Ça pointe également l'irrégularité du milieu dans son ensemble, que ce soit Tardieu, Fomba ou Bouchouari. Un milieu inexistant d'après Nico Saint-Paul. On s'est fait bouffer dans tous les compartiments du jeu. On a été à des années-lumière d'Auxerre sur le match. Il n'y a pas grand-chose à en tirer, je trouve. Ils sont largement au-dessus. Quoi qu'il arrive, ça c'est pour Gabriel qu'on salue. Et enfin, c'est un peu le tribunal de Green sur le chat. 2 matchs, 6 buts encaissés, alors que l'Arseneur, 12 matchs, 6 buts encaissés. C'est le niveau Ligue 2. Et voilà. Ouais. Mais Green, c'est un vrai sujet parce que, Oui. en fait, ce qui est compliqué, c'est que est-ce que sa responsabilité est directement engagée sur les 5 buts? En fait, moi je l'ai trouvé, enfin, honnêtement, je dis pas qu'il peut faire grand chose, mais le problème c'est dans l'intention, je le trouve scotché sur ses pieds, genre vraiment. Ouais. C'est vrai. Ça c'est. En fait, cette attitude passive pour moi avec un gardien, ça te rassure pas une défense, ça te rassure pas un public. voilà, c'est ça. Fais la photo, C'est, tu l'as pas, c'est pas grave, plonge, fais le geste. moi, je lui imputerais pas les buts. Enfin, si je devais noter les mecs, c'est pas à lui que je mettrais la plus mauvaise note. Et c'est vrai qu'il a été abandonné enfin, Ah je veux oui. dire, il est abandonné. Mais le problème d'un gardien, c'est qu'on ne note pas que sur les arrêts. Il doit incarner la solidité, il doit donner le cap, la ligne. C'est lui qui doit diriger la défense aussi. Donc si la défense est paumée, il a sa part de responsabilité. Ça se voit moins à la télé parce que voilà, c'est des attitudes. Et je trouve que moi, c'est dans ces attitudes qui pêchent. Effectivement, il est souvent sur les freins. Il a souvent le poids du corps en arrière. Et c'est pas quelqu'un qui, en tout cas sur ce match-là, parce qu'on va pas jeter tout ce qu'il a fait, mais c'est sûr qu'on va pas non plus le comparer à l'Arseneur, qui est sans doute le meilleur gardien de Ligue 2, qui a aussi un autre vécu, etc. Mais voilà, il te rassure pas une défense, et même il te la rend sans doute un peu plus fébrile. Et je pense qu'il a une grosse part de responsabilité dans les 5 buts, même si sur les actions en elles-mêmes, ça peut se discuter à chaque fois. Sylvain, Le c'est Etienne véritable, Green. le véritable- Non, mais le véritable problème, en fait, c'est qu'on a sans cesse la comparaison avec l'Arseneur. Aujourd'hui, bah oui, il y a malheureusement pas photo entre les deux garçons. Et en même temps, l'Arseneur, jusqu'à sa blessure, il était en surchauffe. Aujourd'hui, je crois que c'est Patrick qui disait ça la semaine dernière ou la semaine d'avant. Il parlait du pourcentage moyen d'arrêt que fait un gardien sur une saison. Et c'était autour de 75%, il disait. Et il disait que l'Arseneur était à 83 pour le moment cette saison. Donc Ok. ça veut aussi dire, ça veut aussi dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que peut-être qu'aujourd'hui, si on part sur une base à 75% d'arrêt, l'Arseneur était au-delà de ce qui en surperformance. Et en même temps, Green, et quand il arrive avec ses 60-65%, bah forcément, ça fait un peu tâche. Tu vois ce que je veux dire? Forcément, tu as l'impression que c'est le grand 8. Et en même temps, quand tu prends chaque but individuellement ce week-end, dites-moi ce qu'il peut faire. Le premier but, c'est une tête à bout portant à 3 mètres. Il peut faire quoi? Deuxième but, c'est un centre en retrait. Troisième but, enfin, je veux dire, le deuxième but, c'est une frappe contrée. Il peut la faire 10 fois. 10 fois, elle est contrée, elle repart dans son camp.
Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut partir aussi sur les 5 buts qui sont encaissés. Enfin, il peut pas faire de miracle. Il peut pas faire de miracle. Excepté peut-être le dernier, là, le pointu bizarre, où elle va exactement dans la zone où il faut qu'elle aille. Mais enfin, honnêtement, J- pour moi, le problème, il est dans l'intensité de défendre qui est mis avant. Donc Ouais, voilà, et moi je pense que le véritable problème, c'est la comparaison qu'on fait entre les deux. Aujourd'hui, il faut se mettre à l'idée que Green, c'est pas Larsonneur, point à la ligne. Quand on a Green, on n'aura pas du Larsonneur, basta. voilà, parce que je vais donner des stats parce qu'ils ont la chance d'avoir joué à peu près le même nombre de matchs à la Saint-Etienne. Green, c'est 34 matchs pour 62 buts encaissés et 5 clean sheets. Larsonneur, c'est 32 matchs, 32 buts encaissés et 13 clean sheets. Il y a quand même C'est délirant. le double de Mhm. pions d'encaissés pour Green. Et bon, C'est alors, ça, mais attention, moi, de il toute faut mettre en façon, considération parce qu'il a quand même subi des foudres de la Ligue à l'époque où on prenait des bouillons tous les week-ends. Mais bon, ouais, mais après moi j'ai toujours dit que de toute façon, sans le grand gardien, tu t'en sors pas. Et bon, comme par hasard, le redressement des Verts, c'est venu avec le recrutement de Larsonneur. Mais bon, c'était pas le seul coupable, parce qu'on en a eu quand même des gardiens depuis Ruffier jusqu'à Larsonneur. Ça faisait pas la maille, ça faisait pas l'affaire. Donc de toute façon, maintenant, Saint-Etienne a trouvé son numéro un, et j'espère pour longtemps que ça fonctionnera comme ça. Maintenant, il faut juste se dire que Green, c'est la doublure, et il faut pas en attendre plus qu'une doublure. Voilà, c'est tout. bah, c'est que tu peux pas être tu peux pas être un gardien et avoir une moyenne de 2 pions pris par match, quoi. Ah ouais, c'est compliqué, c'est sûr que Après, c'est contre compliqué. Angers, il fait le job quand même, tu vois. Contre Angers, il fait le job. Contre Angers, il est loin d'être étranger à la victoire. Il fait les arrêts qu'il doit faire, tu vois. Après, la question à se poser, c'est C'est l'attitude est-ce aussi, que moi, qui me chagrine. c'était. Ouais, moi aussi, c'est Ouais, l'attitude. ouais, voilà. Mais de toute façon, ça, enfin, vous êtes étonné? Vous vous attendiez à autre chose? Non, non, mais c'est vrai que quand tu. En fait, sur les actions, sur les buts qu'il prend, je suis d'accord, il peut pas faire grand chose. Mais c'est dans l'attitude, dans le geste qu'il fait, et surtout, je sais pas si vous avez regardé, vous ferez attention, à chaque fois qu'on prend un pion, que c'est Green dans les buts, t'as tous les défenseurs qui se retournent vers lui en mode, bah, qu'est-ce que tu fous? Alors qu'il y peut rien, ça se trouve, Mhm. mais on a l'impression qu'il n'y a pas de communication, on a l'impression qu'il n'y a aucune confiance entre les défenseurs et Green, et pourtant, Encore une fois, il y peut rien. Moi, c'est le patron de la défense. c'est à Vous lui voyez, de. c'est lui qui, ses joueurs, c'est lui qui, avec la voix, qui doit, voilà, et qui doit les rassurer, qui doit les. Donc, si quelque part sa responsabilité, elle est engagée. Et même si effectivement, quand tu prends les buts un par un, tu te dis bon, il a été abandonné, ce qui est vrai, mais il a sa part de responsabilité, parce qu'un gardien, tu ne peux pas le désolidariser. Jamais, tu ne peux jamais le désolidariser de la prestation d'ensemble de sa défense. C'est pas possible. C'est pas possible. Il fait partie du bloc, ouais, Sinon, il fait partie du bloc défensif, je suis d'accord. ah bah oui, c'est impossible. C'est impossible. Bah, surtout que c'est lui qui pilote, c'est lui qui peut placer aussi, même si bon à ce niveau-là ils ont le sens du placement, mais bon c'est aussi à lui de piloter, de dire attention derrière toi dans ton dos, attends ci, attends ça. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Qui sait, on n'a pas, c'est dommage, hein, il faudrait que les joueurs aient des micros, qu'on sache, qu'on sache comment ça se passe. Il y en a un autre qui a pris le bouillon, c'est celui-là qui s'est sûrement le plus fait défoncer, je pense, avec Diarra pendant le match. C'est Apia, tu l'as dit, fautif sur les 3 buts. C'est 16 pertes de balles, hein, quand même, Denis Apia, c'est impressionnant le bouillon qu'il a pris. Et je vois que dans les notes, son compère Petro a été aussi mal noté. Est-ce que pour vous, c'est les ailes c'est les ailes qui ont fait le plus mal, Martin, tu voulais Oui, ah oui, non mais en fait, quand tu vois le match, le plan d'Auxerre a été très simple, hein. Il était très simple. Et je pense qu'en plus, il était connu de Laurent Batles avant le match. On déborde, on rentre Euh, dans la surface et ouais, c'est on ça. En centre. fait, ouais, c'est ça. On fixe la défense, après on déborde, on centre, et puis après, voilà. Mais, en fait, évidemment que enfin, les premiers responsables, évidemment que alors, je mettrais à la fois Cafaro Apia et Diarra Petro, parce C'est trop. que le soutien il est là. En fait, c'est une aile, hein, c'est une aile. Donc voilà. Diarra, il a rien fait, Évidemment, Diarra, on l'a pas vu, de toute façon, c'est simple. ouais, puis Diarra à un moment il doit apporter un soutien défensif, il doit Il a- faire des choses. et j'affiche les stats à l'écran, il a perdu un ballon sur deux, 30 ballons joués, 14 pertes de balles. Ouais, non, mais c'est cataclysmique. C'est cataclysmique. Après Apia, moi je trouvais enfin je trouve, je vais pas mettre le verbe à l'imparfait, je trouve qu'il fait une saison solide malgré tout. Là, c'est un naufrage absolu. C'est dans des proportions telles. Je vois que Kolo Djezak ces dernières années, qui nous en a fait des scies spectaculaires, c'était vraiment spectaculaire. Après, il faut voir comment il va rebondir tout ça, mais j'ai pas envie de le clouer au pilori, parce que j'ai pas envie de jeter ce qu'il a fait de bien jusqu'ici. Et depuis qu'il est arrivé, franchement, il a fait plus de bien que de mal. Petro, c'est à peu près pareil, même si c'était moins spectaculaire samedi. Mais là, on va miser sur la thèse de l'accident. Alors, c'est un accident, voilà, très moche à voir, hein.
Mais voilà, j'ai pas envie non plus de le condamner absolument parce que jusqu'ici, très franchement, et puis je crois que c'est Angers où il met aussi caviar sur caviar, Mm. en plus solide défensivement, donc j'ai pas envie non plus de le massacrer. Et t'as raison, Martin. Et c'est bien d'apporter de la nuance parce que là, on a tous la frustration aussi du résultat, la frustration de se dire qu'on s'est peut-être nous aussi un petit peu enflammé en disant regarde le match contre Angers, c'est chouette, on est sur une belle série de victoires, cette année Exactement. on est bien, on va monter, nanan. Et là, paf, tu prends un coup, on rejette tout à la poubelle. Non, il faut pas non plus faire ça. Et je pense que cette gifle, elle est valable pour les supporters, mais elle va aussi être valable pour l'effectif. Aujourd'hui, on a 24 points, on est à 3 points de la deuxième place, hein. Enfin, je veux dire, je pense que si on nous avait dit après 5 journées de championnat, écoutez, bon, vous allez vous faire secouer par Auxerre, mais par contre, à la sortie de la 14e journée, donc 9 journées plus tard, vous êtes à 3 points de l'accession directe en Ligue 1. Qui aurait pas signé, Ouais, sincèrement? on est, Qui n'aurait pas signé? on va passer Voilà. au point positif après, Sylvain, sur les touches d'optimisme. Je vais juste faire rebondir Karl, parce que ça fait un moment qu'on l'a pas entendu le chat, sur tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Oui, bah du coup, c'est d'abord rebondir sur le cas d'Apia. Et il y a Nico qui pointe juste, je pense, à un truc qui va donc avec lequel vous êtes d'accord, pardon. Il dit Petro et Kata comme Apia. Faut dire que Diarra n'a pas été d'un grand secours après le dispositif de Batles était-il le bon? Ça c'est El Cato, pardon. Mais Nico Saint-Paul nous dit Apia est juste irrégulier et il n'a pas de concurrence à son poste, tout simplement. Apia fait de bons matchs quand même, c'est El Cato qui tempère. Euh, on nous pose la question quand même du système, était-il adapté face au jeu d'Auxerre? On a besoin de renfort au mercato, donc ça c'est tout le cas autour de, pardon, autour de Apia et autour de Green. Nico Saint-Paul qui nous dit il est pas bon, mais samedi il peut rien. Point barre. Ce débat est ridicule. Le problème c'est la défense et ce milieu inexistant. Les comparaisons pour ce match, les stats, c'est de la daube en boîte de conserve, bon, de conserve. Les chiffres sont factuels, au contraire pour El Cato et Jo42 qui, eux, n'en démordent pas et disent que Green est responsable en partie de cette défaite. Et c'est ce 71 qui nous dit mais pourquoi pas mettre un autre gardien, justement. Fall, je crois que c'est le 4e gardien, par exemple. Enfin voilà, ça part un peu dans tous les sens, mais ça témoigne quand même d'une certaine fébrilité quand on évoque le sujet Green dans les cages. Ok. Tu disais, Martin, tout à l'heure que le plan d'Auxerre aurait dû être connu de la part de Saint-Étienne. Je vais mettre une autre personne sur le banc des accusés, du coup, avant qu'on passe au point positif. Et le chat l'a dit. Tactiquement, Batles, est-ce que, au final, la part de responsabilité n'est pas de sa part aussi je sais pas, Sylvain, toi, ton avis là-dessus? Moi, honnêtement, c'est pas l'aspect tactique qui me dérange, c'est plutôt le comportement et l'état d'esprit. Alors, c'est souvent réducteur de dire ça, ouais, ils ont pas envie, ouais, ils ont pas fait le nécessaire, mais vraiment, je trouve que d'autant plus dans cette Ligue 2 qui est vraiment âpre, difficile et où en fait les matchs sont ultra serrés, tu peux gagner et tu peux perdre contre tout le monde. Véritablement, si t'es pas à 100%, ça ne fonctionne pas. Après, au-delà de l'aspect mental, état d'esprit, quand je vois quand même le niveau technique de nos joueurs sur la rencontre, sur les ressorties de balles, sur la capacité à éliminer des joueurs, sur la capacité à créer du danger, c'était quand même ultra faible. Enfin, je veux dire, même des joueurs qui sont habituellement des leaders techniques, comme l'a été Bouchoirie, il a été en grande difficulté. Tardieu, j'en parle même pas, il a été en énorme difficulté. Et je pense qu'ils ont identifié un de nos véritables problèmes, c'est de gagner la bataille du milieu de terrain. Chose qu'on faisait régulièrement lors de notre série de victoires. On gagnait la bataille du milieu de terrain. On était solide et avec notre banc, on faisait la différence au fur et à mesure du match. Là, ils nous ont dévoré au milieu, véritablement. Et nos 3 joueurs qu'on joue au milieu ont été en très grande difficulté. Et de toute façon, je crois que les équipes commencent à comprendre une chose, c'est que si tu coupes la relation entre Tardieu et le reste de l'équipe, tu résous quand même une bonne partie du problème à la S Saint-Etienne. Ouais, je pense que les adversaires l'ont compris. Ça. C'est vrai que ça fait quelques matchs que Tardieu est un peu en deçà. Martin, toi, pour le cas Batles, vite fait. Non, mais après Batles, enfin, Batles, on lui a suffisamment reproché d'abord de jouer à 5 derrière avec des pistons dans un effectif qui n'avait pas de pistons. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Clair. Il repasse à 4. Tu as une série de 59 000 matchs où ils perdent plus un match et où ils encaissent plus un but.
Et là, parce qu'ils en encaissent 5 à Auxerre, on va dire, ah non, mais il y a un problème de système. Il faut être cohérent. 100% Il d'accord. a, il a son système qui fonctionne, qui a fonctionné, qui a amené l'AS Saint-Étienne parmi les prétendants à la montée alors que c'était pas gagné. Il était quand même à 2 doigts de se faire lourder. Maintenant, on va pas lui dire, attends, t'affrontes Auxerre, tu vas prendre un autre système, puis t'affrontes Concarneau, tu vas en mettre un autre. C'est pas possible. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, Batles, il a peut-être une part de responsabilité dans la façon dont il a préparé ce match, ça je sais pas. J'étais pas dans le vestiaire, mais en tout cas dans le système, non. Enfin voilà. Ok. Et je suis complètement d'accord. C'est une question. Là, c'était une question d'envie. Ils se sont fait. En fait, ils ont pris la tornade, ils ont pris le bouillon. Je redis ce que je dis tout à l'heure. L'entame de match a été absolument décisive et a totalement dessiné le scénario de cette rencontre et la Ouais. dynamique de cette rencontre. Et Saint-Etienne a été incapable de renverser la dynamique de la rencontre. Et là, peut-être qu'il a une part de responsabilité, soit dans son coaching, soit dans ce qu'il transmet aux joueurs. Mais pour moi, Batlet, dans ce qu'il transmet aux joueurs, de toute façon, on le voit. Enfin, c'est pas, voilà, c'est pas quelqu'un qui va transmettre une rage, quelque chose comme ça. Mais il a d'autres qualités. Après tout, peu importe. Mais pour renverser une dynamique, je pense que c'est un peu compliqué. D'ailleurs, Saint-Étienne, comment ça fonctionne, comment ça a fonctionné, c'est grosse base défensive, étanchéité défensive. Et puis devant, bon bah c'est un peu la pièce en l'air. Sissoko, on voit que c'est un gros buteur, donc un péno, une tête, machin. Mais à partir du moment où tu n'as plus d'étanchéité défensive, bah c'est terminé avec cette équipe-là. C'est terminé parce que de toute façon, sa force, c'est ça. On voit bien que devant, il y a quand même un manque de créativité, de personnalité, de talent, je pense aussi. Et donc, quand on prend 5, et bah, tu sais très bien que cette équipe, elle est incapable d'en marquer 5, comme tu disais tout à l'heure. Effectivement, l'an dernier, ça pouvait être le cas, avec Nkunku, avec Crasso, qui eux avaient de la personnalité, du talent, et vraiment qui dégageaient quelque chose. Avec cette équipe-là, à partir du moment où tu te prends un but, ça devient compliqué. Alors, quand on prend 5, c'est mort. Au final, Martin, Franchement, franchement, Martin, mais 2000% d'accord avec tout ce que tu viens de dire. C'est exactement ça, en fait. T'as un peu résumé ce que je pense par rapport à la situation. Dès qu'on perd 2 matchs, on veut tout changer, on veut tout balancer, on veut Ben tout oui. envoyer en l'air. Le véritable problème, c'est pas le système de jeu, c'est un, l'état d'esprit, deux, les absences de 2 éléments clés. Et 3 de s'être fait surprendre, mais totalement. Après, je suis d'accord qu'il s'est probablement trompé sur la préparation de ce match, sur certaines choses. Mais tu peux pas lui reprocher ce système-là. Attends, il perd pas pendant 10 matchs avec ce Ah système-là et oui. tu veux lui mettre. On peut pas non plus. Enfin, et pourtant, Dieu sait que je le ménage pas, mais tu peux pas lui mettre ça sur le dos. Non, ça serait malhonnête de notre part. ça me va les gars. Avant qu'on passe au tour de stade et après au prochain match, je vais quand même vous demander de ressortir quelque chose de positif de ce match. On va essayer de changer la formule, on va essayer de se motiver tous ensemble, de voir le bon côté des choses. Donc chacun à votre tour, est-ce que vous pouvez me ressortir quelque chose de positif quand même sur ce match, quelque chose qui vous a satisfait Attention, bien sûr, les supporters, c'est interdit. Bien sûr, comme dans tous les jours, tout le temps, les points positifs. Non, mais Vas-y, Martin. Non, mais, enfin, bah, bon, si tu regardes que les 90 minutes, sortir quelque chose de positif, c'est compliqué. Pour moi, ce qui est positif, c'est que tu es dans la course, tu es toujours dans la course, que tu as eu des résultats qui sont plutôt en ta faveur. euh, et donc que tu restes enfin, tu restes à l'orée du bois, quoi. Après, tu prends 5-2 à Auxerre, tu peux pas sortir un truc positif. Enfin, je veux dire, même la rentrée de Bentaïg, ok, il marque, mais il m'a pas fait tomber de ma chaise non plus. Enfin, voilà, c'est très compliqué de trouver quelque chose de positif quand on prend 5. Mais aujourd'hui, tu as joué 14 journées. Tu étais quand même très mal parti. Et voilà, tu es à 3 points du deuxième. Franchement, le seul truc positif, c'est ça, hein. Et le fait que Angers ait fait match nul et que Laval ait perdu. Voilà. Ouais, ça, on va en parler dans le tour des stades. Est-ce que Sylvain, tu as quelque chose toi, de positif qui est différent ou on passe au résultat de la Ligue 2? Après, ça c'est l'avenir qui nous le dira, mais peut-être que ce match, il va aussi servir pour remettre certaines choses en place. Je veux dire, quand tu prends 5 buts, là, ils doivent lire les journaux, ils doivent écouter les émissions, ils doivent bien se rendre compte qu'ils n'ont pas été à la hauteur et que peut-être qu'ils se sont vus un petit peu plus beaux qu'ils l'étaient. Donc, peut-être qu'un retour sur terre, un retour à quelque chose de plus simple, à une certaine, comment dire, enfin, revenir sur terre et se dire qu'ils vont remettre le bleu de chauffe et refaire le nécessaire, c'est-à-dire être investi à 120% pour recommencer une série. Ça peut être, voilà, ça peut être je peux pas répondre à l'instant T, mais ça peut être un mal pour un bien, cette défaite dans le sens où on peut se dire qu'elle va servir et
va remettre des choses à l'endroit. Karl, avant qu'on passe au tour des stades, est-ce que tu as des petites choses pour nous sur Batles, sur les points positifs? Euh, Point positif de Dauphino Maniac. Positif, Bentaïg n'a pas eu les pieds carrés. Jo 42 qui lui clairement dit non, il n'y a aucun point positif, vraiment aucun. SNR qui nous dit le côté positif, c'est qu'on reste en course malgré nos 2 défaites et notre début de championnat. Ça rejoint ce que vous disiez, les gars. Just qui nous dit Dieu t'entende, mon gamin Sylvain, mais un doute m'habite, évidemment. Et voilà. Ok. Tu le disais, Martin, c'est surtout la position de Saint-Étienne après cette journée qui peut nous satisfaire. En effet, les résultats ont été plutôt dans le sens de Saint-Étienne. On n'est pas décroché. Angers a fait un nul contre Pau. Grenoble a gagné à Amiens. Laval a perdu à domicile contre Concarneau assez sèchement. Ajaccio a gagné contre Troyes. On est à l'heure actuelle à égalité avec Grenoble, 4e place à 24 points. On est 5 points seulement derrière Laval premier, mais il faut quand même contrebalancer. On n'est qu'à 5 points devant Pau et Amiens qui sont 9 et 10e respectivement. Messieurs, ce week-end de Ligue 2, au final, a plutôt pas trop desservi Saint-Étienne, a pas trop puni Saint-Étienne malgré le résultat, Sylvain? Bah, il l'a quand même puni parce que c'est terrible enfin, de prendre 5 buts. Après, si tu fais un état des lieux des résultats, c'est certain que c'est pas dramatique, que les choses n'ont pas été horribles. Après, enfin, je pense qu'ils doivent, j'espère en tout cas qu'ils se fixent des objectifs de points, des objectifs intermédiaires, que ce soit à la 19e journée, il faut qu'on ait tant de points. L'année dernière, je crois qu'ils sont montés à 74 et 73, mais c'est Le Havre. Donc voilà, ça donne un peu de la visibilité pour savoir ce qu'il nous reste à faire. Aujourd'hui, Laval 29, 27, faudrait faire un produit en croix pour voir sur quel rythme on est en termes de classement final, mais ça donne un peu un état des lieux de ce qu'il faut viser comme point. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on accumule les points et qu'on reste dans ces 5 premiers, quitte à passer la tête au dernier moment. Il t'en faudrait En fait, ce encore qui est quoi, terrible, une dizaine encore avant la mi-saison? Bah là, il va rester 5 matchs. Donc, et on est à 24. Ah, il faudrait... Après, c'est toujours pareil, hein. Si tu peux faire le plein, Bien sûr. c'est évidemment mieux. On est d'accord. Mais je pense que si tu tournes autour de... Ouais, si tu arrives à en faire 10-12, tu seras largement dans les temps pour l'accession, à mon avis, hein. Vraiment largement. Mais faudra faire les 10-12, hein. C'est loin d'être fait sur 5 matchs. Martin, sur cette journée de Ligue 2 et sur le bilan comptable? en fait, ce qui est terrible, c'est que tu t'étais donné le droit de pouvoir faire un petit trou. Et alors, au-delà de cette défaite à Auxerre, tu as la défaite contre le Paris FC qui fait très très mal quand même, celle-ci, en termes de bilan comptable, parce que là, tu as des équipes comme Ajaccio, Guingamp, Rodez même, qui derrière voilà, sont plus très très loin, alors que tu avais fait un petit trou, et que finalement, là, tu te retrouves à peu près où tu étais bah, il y a quelques journées, quoi, où tu es dans un espèce de... T'es trop accompagné, en fait, il y a trop d'équipes là pour déterminer des trajectoires ou qui sont très claires, quoi. Là, c'est très compliqué de voir. Déjà, Laval qui prend 3-0 à domicile contre Concarneau, c'est là où tu te rends compte qu'en fait, la Ligue 2, ça peut être vraiment n'importe quoi. Et donc, c'est très difficile de déterminer aujourd'hui. Alors, pourtant, on est au bout de 14 journées, donc normalement, ça s'éclaircit au bout d'un moment. C'est très dur. C'est très dur de voir une éclaircie. Ce qui est sûr, c'est que Saint-Etienne est dans le bon wagon et qu'il vaut mieux être à la place de Saint-Etienne que de Bordeaux. Bordeaux. Mais tu te rends compte que c'est d'une fragilité absolue, en fait. C'est-à-dire que Saint-Etienne a quand même fait une série de fous. Je crois que c'était 10 matchs sans défaite, c'est ça? 8 matchs sans prendre de but, etc. Donc normalement, si tu fais ça en Ligue 1, normalement, ça te garantit quand même une place. Voilà, et au final, tu es cinquième. Et ouais, comme tu disais, tu as 4 points de la 8e place, quoi. Donc c'est très compliqué aujourd'hui de faire des pronostics. C'est vrai que cette Ligue 2, elle est très 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 resserrée. Hyper dense. Tu vois, juste rapidement, pendant que Martin donnait son avis,
Je calculais donc en faisant 29 points sur 14 journées, combien ça représente à peu près sur 38 journées? Ça représente 78 points pour Laval, 74 pour Angers. C'est beaucoup, ouais. Donc, pour te donner, alors après c'est absolument, enfin c'est de la projection qui est utopique. On peut pas savoir les dynamiques, etc. Mais juste pour donner un état des lieux, voilà, ça nous donne les points à viser pour la mi-saison et pour ce qu'on doit espérer. Donc il faudrait au moins 34-35 points minimum pour être dans le wagon, je pense. Voilà. Moi, je pense que le plus important que le classement, etc., là, c'est la dynamique, c'est qu'il faut vite réenclencher quelque chose. Parce que si tu fais un nul contre Pau, enfin, là, Saint-Etienne, je pense, parmi les 15 premiers, c'est la seule équipe qui a enchaîné 2 défaites de suite. Et je pense que Saint-Etienne, on le voit depuis le début de saison, c'est une histoire quand même c'est une histoire de série et de dynamique. Donc très vite, il va falloir casser ça. Parce que si tu commences à reprendre un nul, je pense qu'il faut très vite réenclencher un cycle vertueux. Parce que sinon, tu vas prendre le risque voilà, de te noyer un petit peu et de dégringoler petit à petit dans la hiérarchie. Je pense que c'est vraiment ça plutôt que de voir, on est à 3 points de ci, 3 points de ça. Non, enclenchons vite autre chose, quoi. Il va falloir trouver de la constance, je suis d'accord. Avant qu'on passe au match de Coupe de France, Karl, est-ce que le chat est d'accord avec ces projections comptables? Il y a Dauphine Maniac qui nous dit que vu la qualité globale des prestations de la SSE, 5e c'est quand même miraculeux. Nico qui, après les analyses de Martin et Sylvain, nous dit bah voilà, on a juste le niveau de cette division. Auxerre a perdu 2 fois avant de nous battre. Effectivement, ça c'est Gab qui le note, Dunkerque et Guingamp à l'époque. Il y a Nico Saint-Paul qui nous dit qu'il faudrait quand même pas qu'on soit le Sochaux 2023-2024, s'il vous plaît. À savoir un excellent début de saison et puis la descente aux enfers durant la deuxième partie. Et avec cet effectif et notre niveau de jeu en général, on termine au mieux 3-4e et au pire dans le ventre mou. Donc il faudra s'améliorer dans le jeu et que l'on se renforce au mercato. Ça, c'est pour SNR 42. Voilà. Ouais. Non, puis au-delà de tout ça, il va y avoir des étapes dans les mois à venir. Il va y avoir l'étape mercato, puis il va y avoir l'étape Coupe d'Afrique des Nations aussi. Hein. Ça, c'est clair. Attention, ça sera 2 virages à gérer et pas que pour l'AS Saint-Etienne. Il y a des équipes qui vont être grandement dessinées par la CAN. Hein. Attention. C'est quand la Donc, CAN c'est en janvier. C'est sur un mois de janvier. Si les mecs ils vont au bout, ça représente, je crois, 5 ou 6 matchs. À demander à Karl, mais je crois que ça représente 5 ou 6 matchs. C'est quoi, c'est de ratés. mi-janvier, mi-février à peu près la durée? Ouais, c'est 13 janvier, 11 début février. juin, je crois. Ouais, mais ils partent avant généralement. Ah ouais, il y a donc, une préparation avant, tu les as pas en janvier. Donc ce que tu es en train de nous dire, Sylvain, c'est qu'il faudrait que notre cellule de recrutement et nos dirigeants aient anticipé ça, que les recrues arrivent dès début janvier, pour qu'on soit pas trop pénalisé, et qu'on n'attende pas le 31 janvier pour faire des panic buy. C'est ça que tu... Après janvier, si t'as beaucoup de Coupe de France, je crois, janvier-février, donc avec un peu de chance, je crois que t'as quand on même y est 3 encore, jours. ouais. Ouais, je crois que ou alors tu y es pas et t'es dans la merde, quoi. Ouais, donc ça veut dire qu'on va tabler sur le fait que nos dirigeants soient compétents pour le recrutement. Et Karl, il sait, il l'a fait, le planning, il doit savoir. Je croyais que t'allais dire si on Karl lui demande, il va retrouver assez Je croyais que rapidement. Non, mais sur t'allais le dire Karl, il est calendrier, convoqué pour la Coupe d'Afrique des Nations, et du coup il sait. Non, pas encore. Il postule, mais pas encore. Mais il a fait, quand il a fait son article sur Sissoko, je sais qu'il a vraiment fait un état des lieux de je peux ce vous que répondre. possiblement. Allez, Je peux vous répondre. dis-le nous, je pense que c'est nécessaire, ouais. Parce que la phase de poule, elle est du 13 janvier au 24 janvier. Donc, ce qui implique que les joueurs qui seront sélectionnés vont rater un potentiel 32e de finale de Coupe de France le 6 janvier, la 20e journée de Ligue 2 contre Laval le 13 janvier, un 16e de Coupe de France si on est encore en lice, ce qui est loin d'être fait, le 20 janvier, et le 23 janvier, la 21e journée contre Pau. Et après, ça peut, si une équipe va au bout, par exemple, je pense au Maroc de Bouchouari, jusqu'au 17 février, et au total, il manquerait 5 journées de Ligue 1, 5 journées de Ligue 2, pardon, le lapsus, et un bon parcours en Coupe de France. Donc c'est quand même assez pénalisant. Ouais, tu prends au la moins même. 7-8 matchs, quoi. Si t'es encore en coupe, c'est 7-8 matchs, quoi. C'est 3, 5, c'est même 10 matchs. Oh. Voilà. Donc c'est colossal hein, dans une saison. Alors il y aura que 5 matchs de championnat, mais 5 matchs de championnat c'est 15 points et à la fin des comptes tu peux C'est 6, pardon, c'est 6 matchs. faire la différence.
Et puis en plus, quand tu prends les mecs potentiellement sélectionnés, c'est quand même l'épine dorsale de ton équipe, quoi. Bah, c'est battu, Ah bah Sissoko clairement, et Bouchouari, quoi, clairement. donc c'est costaud. Ouais. Après, bon, le fait que Sissoko retourne avec le Mali, c'est sûr que ça, c'est. Je suis pas sûr que ça a été prévu dans le, par le staff stéphanois, donc, enfin, par la direction stéphanoise. Donc, On prévoit pas grand-chose. c'est. Hmm. Ça, je te le laisse, je te l'accorde volontiers. On verra, peut-être que je rêve qu'il nous donne tort et qu'il nous fasse mentir et que le mercato se passe parfaitement. Messieurs, on va quand même passer au match du week-end prochain, la Coupe de France, parce que, comme vous l'avez dit, il va falloir la jouer à fond. Active Synthé Night Club. Le prochain match. Alors, pour cette magnifique Coupe de France, coupe qu'on adore, on se déplace à Bourg-Péronat le samedi 18. Un petit match à 13h45, à pas piquer des hannetons. Bourg-Péronat, c'est quoi? C'est NAS 2, si je dis pas de bêtises. National 2, Bourg-Péronat. Oui, oui. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et ça tourne super bien en National 2 après une relégation de National 1 la saison dernière. Ils ont reconstruit pas mal de choses, notamment, notamment avec des soucis financiers et une marge de manœuvre très faible. Et pour autant, ils sont repartis avec un effectif quasiment nouveau, avec un nouvel entraîneur. Et ça tourne ultra, ultra bien pour eux. Je crois qu'ils sont en tête de leur championnat pour le moment. Ouais, ils n'ont qu'une défaite hein, depuis le début de saison, en 8 matchs, si je dis pas de bêtises. Donc ouais, ça va bien, ça va bien. Après, à voir où tu places le curseur avec cette Coupe de France, quoi. À voir où tu places le curseur, ça peut être. On l'a dit, elle va se jouer beaucoup enfin, il y a 2 ou 3 tours en janvier, c'est ça? En pleine Coupe d'Afrique des Nations, qui va enlever les forces vives des Verts. Donc voilà, c'est compliqué à aborder comme compétition parce que tu peux pas te griller en Coupe de France, mais en même temps, c'est une compète qui peut te donner aussi une dynamique, qui peut aussi, et je pense à Sainté, il y a quand même un 11 qui est clair aujourd'hui. La Coupe de France, ça peut aussi te permettre de relancer en termes de management, ça peut être hyper intéressant pour Batlas. Des mecs qu'on voit pas, qu'on voit peu, leur donner du temps de jeu face à des équipes qui, a priori, sont moins bien armées que celles qu'ils affrontent tous les week-ends. Et ça peut être un moyen de créer une émulation et de créer vraiment quelque chose dans ce groupe-là aussi. Donc ça va être quand même un match important. Beaucoup d'absents. Là, je parle sous le contrôle de Karl qui me reprendra si j'en oublie. Larsonneur, Battu, Wadji, comme d'hab. Bouchouari, Mouefek, Sissoko et Karim Sissé qui seront absents. Et ici aussi. Et Menaki. Et Meneki aussi. Donc tout cela, là, Alors, Mathis Tangou. ouais, les 5-6 derniers qu'on a cités qui seront donc avec leur équipe nationale. Ça veut dire qu'il va y avoir des cartes à jouer pour d'autres. Qu'est-ce que vous en attendez, vous, du gros turnover qui va encore avoir lieu? Parce que ça pue le match piège quand même. Tu te dis place chez le NAS 2 qui est en grande confiance avec une équipe plus que remaniée. Sylvain, tu sens aussi le piège ou tu sais qu'on a de la profondeur pour assurer le coup? Écoute, on va donner du temps de jeu à des mecs en ont moins, Chambost, Lobry, Charbonnier. Tu penses qu'il fait tourner Je pense complètement qu'on Batles? Bah, il faut. bah, il va pas faire tourner complètement, mais il va donner du temps de jeu à des mecs qui en ont moins. Aujourd'hui, si Chambost, Lobry, Charbonnier, ils jouent pas dans ce match-là, ils joueront quand? Ils joueront jamais. Donc bien évidemment qu'il faut les faire jouer. On avait fait un état des lieux par rapport aux blessés suspendus. Du groupe régulièrement convoqué, il reste 16 mecs. Ça voudra dire qu'il va y avoir 2 potentielles surprises, à moins que Wadji revienne d'ici ce week-end et qu'il intègre le groupe rapidement. Mais sinon, il y aura 2 potentielles surprises, donc probablement 2 jeunes. Il faudra savoir qui sera pris. Ça va se jouer. De toute façon, Aiki est en équipe de France U18, U19, pardon. Mougou est en équipe de France U18. Karim Sissé est avec la Guinée. Donc il va rester soit Antoine Gauthier, soit Cherfal, soit Beris Owusu pour ceux qui s'entraînent régulièrement avec les pros. Donc ça sera sûrement 2 des 3 cités là. Est-ce qu'ils auront du temps de jeu? On verra. Et oui,
Et puis juste pour répondre à ce que disait Sylvain, Batles avant le déplacement à Auxerre était assez clair sur le sujet. Ibrahima Wadji et Dylan Batubinsika ne reviendront pas avant Amiens ou le match suivant. Je ne sais plus qui on joue après Amiens, mais donc en tout cas ils manqueront évidemment la Coupe de France et la réception de Pau dans 2 semaines. C'est ça, c'est ce que j'avais vu moi, c'était après Pau dans tous les cas. Donc ce sera Amiens ou Guingamp, mais ce sera. Et la Guingamp. Martin, toi, t'attends de voir une revue d'effectifs aussi complète et puis de laisser tout le monde faire ses petites preuves, quitte à tenter le piège. Ouais, mais une revue d'effectifs, ouais, mais derrière, par exemple, le choix, Ouais. quand tu regardes l'effectif des Verts, derrière, c'est très très serré quand même. Alors, au milieu, tu as un peu plus d'options, mais je sais pas, moi, pour moi, il y a 6 défenseurs. On a un qui est blessé, qui jouera pas. Donc le Bah, turnover, c'est à vrai moins que de faire monter des jeunes, derrière, t'as pas vraiment de turnover. ouais, non, tu peux pas, hein, tu peux pas. Donc au milieu, oui, c'est effectivement Chambaud, Lobry, Mouefek, qui sont des mecs qui, au début de saison, bah, tutoyaient le 11, parfois même pour certains étaient dans le 11. Donc moi de ce match-là, j'attends ça surtout. J'attends qu'ils relancent ces individualités-là et qu'on puisse compter sur eux euh, pour challenger les titulaires ou en fin de match pour faire tourner des rencontres, quoi. Voilà. Et la Coupe de France, ça doit servir à ça, C'est pour vrai moi. que le trident du milieu de terrain, Monconduit, Dylan Chambaud, Victor Lobry, avec pour épauler un trident Maxence Rivera, Charbonnier, Diarra, faut voyager, va falloir s'accrocher les gars. Parce que Ouais, mais ça doit suffire contre une N2 quand même. C'est une Pour N2 quand même en face. Ouais. Ouais. Normalement, Ça ça doit reste, voilà, suffire. faut aussi recontextualiser. Tu joues contre une N2. Aujourd'hui, si tes remplaçants ne sont pas en mesure d'aller gagner à Bourg contre une N2, ça veut dire ce que ça veut dire et il faudra se poser les bonnes questions aussi. Voilà. Que ce Il faut soit. relancer Charbonnier aussi. Enfin, lui, oui, Bah, ça de toute doit façon, être il n'aura quelqu'un. pas le choix. Il n'a pas Sissoko, il n'a pas Wadji. Donc il va être Ouais, obligé de relancer Charbonnier parce qu'il n'a pas d'autre option. Hein. il a pas de neuf. ouais. Ça doit être un match parce que ça doit être un mec quand même qui doit avoir sa part Oui, euh, dans ce club-là. Enfin, surtout dans cette saison-là, c'est un mec qui en Ligue 2 a fait plus que ses preuves. Alors oui, il a été blessé, etc. Mais je pense que moi, si je dois attendre une chose de la Coupe de France et de ce match-là, c'est relancer, s'il vous plaît, Gaëtan Charbonnier, qui est quand même un bon joueur et qui en Ligue 2 doit un peu plus dominer que ce qu'il domine aujourd'hui. Voilà. on a l'impression qu'il reviendra jamais de sa blessure, pauvre Charbot. Karl, une dernière fois sur le Là, chat tu avant. sais. Vas-y Sylvain, Pardon. vas-y, une dernière phrase. Juste, ouais. Charbonnier, tu sais, les attaquants, c'est toujours particulier. C'est ça, tout est dans T'as la un tête. mec qui joue en Coupe de France, je sais pas, il marque doublé, il gagne Et 2-0, c'est ça reparti. inverse sa dynamique, il casse cette spirale où il marque pas de but, où il gamberge, où Je suis voilà, d'accord. il a pas marqué depuis qu'il est revenu, il a raté son péno à Grenoble, etc. Tu sais, les attaquants, c'est vraiment. Il y a des choses qui peuvent changer. Alors, faut pas s'attendre à ce qu'il marque 15 buts, hein, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Par contre, qu'il fasse des entrées qui apportent quelque chose plus que ce que c'est le cas aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est très inquiétant ces entrées. Et encore que contre Auxerre, je l'ai trouvé peut-être un peu moins inquiétante que ce qu'on a vu sur les derniers matchs. Mais après, faut pas négliger l'aspect confiance. C'est vraiment des choses Oui, qui peuvent changer pas mal de choses et qui peuvent inverser une dynamique. c'est vrai. Alors après, je me répète encore une fois, c'est pas un mec qui va marquer 15 buts d'ici la fin de saison parce il est en fin de carrière, il revient de croiser, c'est terrible de revenir croiser, surtout qu'il est revenu très vite, très très vite. Donc voilà. Mais bah écoute, s'il marque, ça lui fait du bien et qu'il va nous marquer deux trois buts d'ici la fin de saison qui feront du bien, bah sincèrement je lui souhaite parce que c'est pas un mec qui te fait du mal dans un vestiaire, bien au contraire, je pense. C'est clair. Karl, le chat sur le match de Coupe de France et après on passe au magnifique jeu du SNC. Il y a Céline qui nous dit contre Bourg-en-Bresse, même si la coupe n'est pas un objectif, tout autre résultat qu'une victoire serait une faute professionnelle. SNR qui nous dit victoire impérative pour ne pas tomber dans la crise. C'est un match piège car c'est une équipe qui tourne bien et on va jouer sur un terrain sûrement gras. Faut voir ce que les jeunes valent. On s'en tape de la coupe, on n'a pas les moyens d'aller jusqu'au bout. Finalement, ce sera un beau match de N2 avec le niveau de ceux qui risquent de jouer. Ça, c'est Napsinté avec beaucoup de sarcasme. T'as des options en termes de nombre, mais qualitativement, c'est 0 pour Nico Saint-Paul. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup d'optimisme autour de ce match dans le chat, ça fait vraiment plaisir.
Ok, eh bien messieurs, on va passer au rendez-vous des petits et des grands, le Saturday Club Challenge. Pour ceux qui ne connaissent pas, je répète encore, mais c'est tout au long de la saison, nos chroniqueurs vont s'affronter dans des quiz de 4 questions pour une association qu'ils auront choisie, et à la fin de l'année, tous l'argent que vous nous donnerez sur Twitch via les abonnements, via les dons et via les pubs qu'on touche sur Twitch et sur YouTube sera reversé à l'association du chroniqueur qui aura la meilleure moyenne de points par émission de la saison. Les enjeux aujourd'hui, Martin, tu joues pour, si je ne dis pas de bêtises, un pas vers l'autisme. C'est ça. Et Sylvain pour Al-Wahhab, c'est la saut de Mouefek, c'est ça? Perfect. De Mouefek, Tout c'est à ça. fait. Les enjeux sont très très importants puisque Martin est un peu dans la queue de peloton et peut faire un gros coup comptable pour accrocher le wagon de tête. Et Sylvain lui joue gros puisqu'il a Joss dans le rétro et qu'en cas d'échec, Joss passerait devant et ça, Sylvain m'a dit qu'il ne pouvait pas se le permettre. Messieurs, les règles sont simples. Dès que vous avez la réponse, vous dites votre prénom, je vous donne la parole et vous annoncez votre réponse. Dans le chat, vous pouvez jouer. Vos réponses ne seront pas comptabilisées, mais vous pourrez vous la raconter en société si vous avez gagné avant tout le monde et avant les chroniqueurs. On va commencer par un qui est, messieurs. Il est simple, il est facile, c'est pour se mettre en jambe. C'est parti. Je suis un gardien formé à Montpellier, né le 25 janvier 1982 à La Ciotat. Je suis barré par... Sylvain. Oui, Sylvain. Viviani. Je dis Viviani, je suis barré par Rudy Rio et Rémi Vercoutre entre 2002 et 2005, année durant laquelle je suis transféré à la SS, pour être la doublure de Jérémy Janot. Un peu après un jeu de siège musical pour la place de numéro 1, je perds la bataille et quitte la SS en 2009. C'est Jody Viviani, bravo, un des derniers gardiens qui avait des cheveux dans l'ère moderne de la Saint-Etienne. 1-0 Sylvain. Messieurs, ça, il faut suivre l'actu. Je vais pas l'appeler le Kikadi parce qu'on n'a pas les droits, mais qui c'est qui a bien pu dire ça? Je vais vous donner une citation, et vous allez me dire qui a bien pu dire ça. Ils ont fait leur match, nous on n'a pas fait grand chose. Ils n'ont pas eu beaucoup de frappes, mais toutes les situations qu'ils ont eues, ils les ont mises. C'était une soirée à 100% pour eux, et pour nous pas grand chose. On fait des erreurs, et ils en profitent pour nous punir. Au niveau du score, je suis honteux par rapport à ça. Qui a dit ça? Sylvain. Oui, Sylvain. Briançon. Non, c'est pas Briançon. Martin. Cafaro. Et non, c'est pas Cafaro non plus. J'insiste sur le fait. Et oui, Sylvain, c'est Apia. J'insistais sur le fait qu'il s'est senti honteux. C'était au micro de la SS pour la chaîne YouTube, je crois, de la SS. 2-0, mais rien n'est perdu, Martin, puisque on va faire un au plus proche, et là c'est même plus une question de connaissance, c'est une question de chance. Vous avez le droit de y aller à la virgule près, puisque je vais vous demander la moyenne d'âge de l'effectif de la SS 2023-2024. Vous avez une réponse chacun. Et Sylvain, bien sûr, tu vas commencer puisque tu es en tête. 25-4. 25-4, ok. Martin? 26 ans. Eh bien écoute, c'était 26,3. Martin, tu prends ton premier point. Attention, les taux se resserrent. Sylvain, il va falloir tout donner. Messieurs, la dernière fois qu'on a joué contre Bourg-Perona, c'était en 98, en match officiel bien sûr, parce que je compte pas les amicaux. On avait gagné à l'époque 3-0. On était en deuxième division et Bourg-Perona était en feu CFA. Des buts dont je vous passerai le nom, puisque je vais vous demander combien de joueurs de cette compo de 98 vous pouvez citer. Ah, quelle époque tu dis? 98. 98. Saison 98-99. Ah, bah alors là, c'est ma saison, ça. Ah, c'est pour toi, Martin. Combien tu peux en citer si tu te sens? Vas-y, je te laisse faire la première. Après, c'est de la Coupe de France, un 32e de finale, c'est chaud. Ah, c'est un 7ème tour de Coupe de France, hein. C'est même pas. C'est ceux qui ont joué. Il faut dire ceux qui ont joué. Ouais, j'accepte les remplaçants, j'en ai que 3 hein, sur la fiche, donc vous enflammez pas. J'ai que ceux qui sont rentrés. Wow. Alors c'est pas facile, celui-là vous en avez pas, à mon avis vous en aurez pas beaucoup. Faut faire les enchères très basses. Là.
Vas-y, Martin, Ah, il me faut une enchère. je vais quand même t'en dire 8 au moins, j'espère. Oh! Oh! Oh, bah alors là, Sylvain va se faire un plaisir de te laisser la main, je pense. Sylvain, tu penses faire plus? 8. Il dit 8. 8 sur les 14. Ouais. Sylvain. Ah, j'en aurais pas plus que 8. Ok. Non, je lui laisse, je veux voir. Vas-y, Martin. Le coach, ça compte pas. Non. Euh, Tricheur. Alonso, Ouais, Julien Sablé. oui. Si j'ai une erreur, c'est mort ou Ouais, c'est j'ai le droit perdu, de les donc c'est perdu, donc faut que tu assures. Ferraoui. Il est rentré, en effet. Waouh. Alors mon chouchou, j'espère qu'il a joué, mais c'était pas Psar. Il était capitaine. Donc ça fait combien? 4. T'es à 4. Euh, Potillon, Oui. 5. Boudaren, 6. Et là, on arrive dans le compliqué, là. ouais, chaud, chaud. J'aurais pas eu plus, moi. Je Ponsard, vais arrêter à Ponsard, 6. Ponsard, 7. Adrien Ponsard. Ouais, il m'en manque un. Et après, je vais te dire Metomo. Non, je vais pas te dire Metomo. Fichot? Comment? Fichot? Fichot? Claude Fichot, non? Non? C'est Non, 8. merde. Bravo, Claude Fichot, ça me va. Il est fort. C'est Il est très fort. très fort. J'aurais jamais eu Julien ce Sablé, qu'il a eu. Alonso, Potillon, Papsar, Kader Ferraoui, Claude Fichot, Fabien Boudaren, Christophe Robert, Adrien Ponsard, Gilles Leclerc, Sébastien Rioux, David Charrieras, Cédric Orjac, Eric Obina. C'était les 14 qui ont joué ce match-là contre Bourg-Péronat. On leur souhaite au Vert de ce week-end la même réussite, messieurs. On arrive au toute fin. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce soir. 2 partout au challenge. Sylvain perd un peu de points et Martin en gagne. Tout le monde est content. Messieurs, merci. Merci à vous dans le chat. On se retrouve la semaine prochaine. Je sais plus avec qui. En attendant, prenez soin de vous. Passez une bonne semaine. Et allez les Verts. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.